Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Hello, aujourd'hui je reçois Clara, ou aussi Clarinette sur YouTube. Son travail s'articule autour de bilans culturels ou encore de sujets d'actualité. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours en prépa, puis à la fac et maintenant de son master, mais surtout d'adolescence, de l'écart entre le fantasme autour des années de lycée et de la réalité, et des déceptions que ça peut engendrer, mais aussi du projet de partir à l'étranger qui devait se réaliser cette année qui n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, de comment rebondir, de comment elle vise la professionnalisation de son contenu sur Internet. Aujourd'hui, à travers cette discussion, Clara vous offre une part de vulnérabilité autour de ses réflexions sur les projets de groupe, sur la chance qu'elle a d'avoir une communauté qui est aussi bienveillante et qui lui apporte autant qu'elle espère apporter aux autres. Je vous laisse tout de suite avec cette conversation. Alors déjà, bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, donc je m'appelle Clara, j'ai 20 ans, presque 21, et je n'ai pas envie de dire que je suis plus connue sous le nom de Clarinette, mais en tout cas c'est le pseudo que j'utilise sur tous les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Internet depuis longtemps, et depuis 3 ans j'ai créé ma chaîne YouTube, et avec ça les relais que sont mon Twitter et mon Instagram, et que j'utilise à la fois comme des plateformes d'expression, de partage, et mon but c'est de mettre la culture et les études médiatiques au cœur d'enjeux sociaux d'aujourd'hui, donc autant le féminisme que les questions politiques en général, et de les rendre surtout accessibles à un public francophone, parce que c'est des choses qui sont très très relayées sur le YouTube et sur Internet dans le monde anglophone, mais très peu sur le monde francophone. Donc voilà, et voilà, donc c'est comme ça que j'utilise mes réseaux sociaux aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours depuis le bac ? Alors moi j'ai fait un bac littéraire, d'abord avec une option maths, puis ensuite avec une option droit parce que les maths ça n'allait pas du tout. Et après le bac j'ai fait une classe préparatoire littéraire, donc une classe prépa Hippocagne, que j'ai faite parce que j'étais ce qu'on appelle un très bon profil littéraire, et que dans le lycée en plus dans lequel j'étais on dirigeait tout le monde vers la prépa en fait. Donc tout le monde m'a dit c'est ce qui est fait pour toi. Ma mère avait fait ça aussi, donc je me suis dit c'est ce qui est fait pour moi. Pour une fois, les gens n'avaient pas trop tort, ils m'ont mis là-dedans, mais c'était plutôt correct. J'ai adoré mes 2 années de prépa d'ailleurs. Et puis en deuxième année, je me suis spécialisée en lettres modernes. Et puis après les concours de l'ENS que je n'ai pas eu, j'ai rejoint la fac et j'ai fait une L3 de double licence lettres modernes appliquées et littérature anglaise à la Sorbonne. Et à la fin de ça, je me suis rendu compte que même si j'adorais les lettres, c'était pas ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et donc, j'ai décidé de me réorienter en communication. D'abord, j'ai pour projet de partir à l'étranger. J'ai pas pu parce que le Covid est arrivé. Et du coup, je suis au final restée en France. Et j'entame un master de communication médiatique à Assas. Est-ce que tu as subi de la pression ? Du coup, non, étant donné que tu as un peu suivi ce qu'on t'avait demandé. Comment ça s'est passé pour toi, la transition entre le lycée et la prépa ? Ça s'est bien passé en fait parce que moi j'en avais assez marre du lycée, c'était un système de fonctionnement qui me plaisait plus trop et j'avais aussi envie de voir d'autres choses, donc c'était assez excitant pour moi de démarrer de nouvelles choses. D'autant plus qu'en plus j'ai fait un choix qui était sécurisant à la fois pour moi, pour mes parents, pour mes professeurs, pour tout le monde, puisque c'est un choix qui est dit d'excellence. Alors ça se discute évidemment, mais donc en fait non, j'ai pas été mise sous pression parce que je savais que ce que je faisais ça rassurait tout le monde. Et moi y compris, moi la première. Donc j'ai pas vraiment ressenti de pression. Je pense que la pression, si je l'ai ressentie, c'est quand j'ai choisi de faire L en fait au lycée, où on m'a dit t'es sûre et tout. Et une fois qu'en fait après j'ai prouvé entre guillemets que je pouvais avoir de très bonnes notes et ça se passait très bien. Ensuite je pense que la seule chose qui me mettait la pression c'était moi par rapport à moi-même, de me dire est-ce que c'est les bons choix que je fais. Mais sinon je me suis pas du tout sentie mise sous pression par qui que ce soit en fait. Si tu devais retenir quelque chose de ta prépa, un enseignement ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué ? Je pense que la première chose qui m'a marquée, c'est l'importance du travail de groupe, parce que justement, on peut avoir l'impression que la prépa, c'est une formation qui est hyper solitaire, où on est vraiment en compétition avec les autres, où c'est soi-même pour soi-même. Et moi, j'ai pas du tout eu cette expérience-là. Au contraire, je me suis rendu compte que j'étais bien meilleure quand j'étais seule devant ma feuille, si j'avais préparé les choses en amont avec d'autres gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est-à-dire de trouver ce juste équilibre entre être au service d'autres gens, travailler en groupe, travailler seul. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile pour composer avec, parce qu'il y a des gens qui sont très solitaires, d'autres très sociables. Et ça me l'a beaucoup appris. Et puis après, je pense que ça, c'est ce que dira tout le monde qui sort de prépa, mais c'est vrai. Ça apprend une méthode et une rigueur qui sont incomparables. Où après, on devient un peu une machine à faire des plans, à organiser des compositions. Et après, c'est des choses qui servent dans la vie pour des projets qui n'ont rien à voir avec des exercices de prépa.
Mais c'est vrai que la rigueur et la méthodologie, je pense que c'est les deux choses que j'en ressens le plus. Au-delà après tout ce qui était enseignement pur et dur, de choses que j'ai appris de culture générale, qui évidemment me servent tous les jours, mais de façon plus concrète, c'est vrai que la méthodologie et la rigueur, c'est les deux choses dont j'ai le plus bénéficié, je pense, en sortant de prépa. Comment t'as vécu le fait de pas réussir à avoir ce que tu voulais juste après la prépa? T'as dit que t'avais... Pas eu les concours, ouais, exactement. Quand on est en classe préparatoire littéraire, contrairement aux économistes ou aux scientifiques, qui eux ont un panel d'écoles en fait qui leur est ouvert qui est beaucoup plus grand, ce qui fait qu'en fait s'ils passent des concours communs, ils peuvent autant avoir la meilleure école de commerce de France qu'une bien moins bonne école, mais ça reste un panel d'écoles existant, alors que pareil pour les scientifiques. Mais nous, pour les littéraires, en fait, on a la grosse école qui est l'école normale supérieure, qui prend une 60aine de personnes sur 4000 candidats. Et les autres écoles, de soi-disant du panel, c'est Sciences Po, c'est l'école des Chartes, c'est l'école du Louvre. C'est uniquement en fait des écoles extrêmement sélectives. Donc en fait, il y a un panel qui est certes existant, mais qui ne brasse pas du tout de niveau et qui juste prend les meilleurs et c'est tout. Ce qui rend en fait beaucoup plus compliqué la valeur en fait d'un concours, parce que pour nous, on sait très bien que la très grande majorité d'entre nous, on va travailler 2 ans pour un concours qu'on n'aura pas. Donc ça fait aussi partie des choses dans lesquelles, l'état d'esprit dans lequel on est en fait quand on arrive. Donc contrairement à quelqu'un qui peut-être serait allé en économie en visant HEC et ne l'aurait pas eu, nous on arrive dans une perspective où on sait très bien qu'on n'aura probablement pas d'école et que donc on rejoindra très probablement la fac. Donc en fait c'est une dynamique dans laquelle on est mis dès le début et qu'on accepte et ça fait partie en fait de la façon dont on fonctionne en prépa. Sauf quand évidemment on est genre à Henri IV et là bon, toute la classe est focus sur l'école normale supérieure. Mais moi j'étais totalement préparée à ça en fait. Donc même si évidemment bon, on a toujours envie de rêver à des choses, mais de toute façon je me projetais pas forcément à l'ENS et donc j'étais contente de mes résultats, ils m'ont satisfait moi et comme de toute façon je visais pas l'ENS, j'étais pas particulièrement dégoûtée. Après évidemment ça met dans une posture où il faut se reconstruire entre guillemets parce que la prépa c'est un système très particulier et donc en sortir et aller voir autre chose, quelle que ce soit cette autre chose, c'est difficile parce que c'est un changement total de façon de fonctionner. Donc le plus difficile en fait ça a été, une fois que j'ai été à la fac en fait, de vivre ce changement. Beaucoup plus que d'accepter d'aller à la fac en fait. L'idée d'aller à la fac elle était très claire pour moi. Mais une fois que j'y étais, c'était assez difficile parce que ça ressemblait en rien à ce que j'avais vécu pendant 2 ans. Donc c'est l'adaptation qui a été plus difficile que l'acceptation en fait. Comment tu te projetais quand t'étais au lycée? Est-ce que t'avais une idée précise de ton avenir ou pas du tout? Pas du tout. J'ai été très... j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Pendant un temps, j'ai eu envie d'être prof de français. Parce que j'ai eu en première une prof de français absolument géniale, donc qui me donnait hyper envie de faire ça. J'adorais la littérature, j'adore toujours, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc je me disais que ce serait sûrement quelque chose qui me plairait. Puis ensuite, j'ai fait prépa, donc c'est un peu la voie d'honneur pour les professeurs et tout. Donc ça m'a semblé être assez logique. Pareil, en fait, quand j'ai choisi d'aller en fac de lettres après la prépa, c'est parce que j'avais en tête de me dire, bah oui, c'est ça que je vais faire dans ma vie et tout. En fait, une fois arrivée à la fac, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire en fait, que même si j'adorais l'étudier, en fait, je me voyais pas du tout faire ça dans ma vie, être prof et tout, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et donc, quelque part, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que je voulais faire et où je voulais aller. Même si en vrai, tout ce que j'ai fait, ça m'a extrêmement formée et ça m'a permis de me rendre compte que ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Mais au lycée, j'avais vraiment aucune idée et je pense que c'est hyper commun, enfin, c'est assez rare de se projeter. Après, là où je regrette pas, c'est que même si c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui, le fait d'avoir envie de faire ça, ça m'a poussée à faire ces études-là. Et ces études-là, je suis hyper contente de les avoir faites. Donc au final, c'était pas une erreur du tout de ma part en fait de penser ça quoi. Comment t'as réussi à concilier ta vie scolaire et ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a eu un changement justement entre la prépa et la fac? Bah déjà le gros changement il se fait déjà entre le lycée et la prépa. Il faut savoir que moi quand je suis arrivée en prépa je connaissais personne. J'étais un peu dans un moment de ma vie où il y avait beaucoup de changements sur le plan autant personnel que scolaire. Donc j'ai un peu dû tout reconstruire en début de prépa, autant ma vie scolaire que ma vie personnelle. Ce qui à la fois été difficile parce que c'est jamais facile de repartir de zéro, mais en même temps ça a été une opportunité parce que j'avais vraiment le champ libre pour faire exactement ce que je voulais avec les gens que je voulais. Et donc c'était un moment assez important pour moi. Et donc en fait j'ai eu une transition qui certes a été importante parce que quand on arrive en prépa on n'a plus autant de temps qu'avant. Mais comme déjà j'avais énormément d'amis qui étaient en prépa, le truc fonctionnait plutôt bien parce qu'on avait un accord tacite en fait sur le fait que la vie de prépa elle était comme ça et donc on composait avec ce qu'on avait. Et ensuite je vais dire que la transition entre la fac et la prépa elle a aussi été importante parce que évidemment j'avais plus de temps, j'avais moins de travail, j'avais moins de choses à faire donc ça me laissait beaucoup plus de temps
de sortir, d'aller au café, etc. Mais en même temps, vu l'année qu'on a eue et vu que j'ai été pendant 4 mois chez moi à cause des grèves et ensuite il y a le confinement, le changement il a été modéré parce qu'en fait j'ai pas vraiment eu le temps d'expérimenter la vie étudiante à la fac autrement que chez moi. Donc il y a eu un changement, mais j'aurais bien aimé qu'on n'ait pas tous ces problèmes-là pour le voir plus profondément, quoi. Voilà. Et la place de l'amitié en général, quelle place ça a eu depuis quelques années? Ça a une place immense pour moi. C'est les relations, bon évidemment il y a ma famille, mais qui m'ont le plus forgée, qui m'ont le plus construite. Entre la personne que j'étais à 17 ans et la personne que je suis aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Et c'est en partie lié aux rencontres que j'ai faites, aux amitiés que j'ai eues. J'ai rencontré énormément d'amis en classe préparatoire qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Enfin, tu vis des choses tellement fortes dans ces moments de prépa que forcément ça forge des liens très importants. Et puis ensuite, en fait, grâce surtout aux réseaux sociaux, en fait, j'ai rencontré aussi plein de gens, que ce soit des gens que j'ai rencontrés vraiment dans un cadre festif pour aller à des concerts, à des événements, ou dans un cadre plus, on avait des projets qu'on avait envie de monter ensemble ou des choses comme ça. Et puis on arrive à un âge aussi où les relations amicales, quand on a des choses qu'on a envie de construire ensemble, elles sont possibles. Quand on a 17 ans, on se dit oh, je rêve, je sais pas, d'ouvrir mon café avec ma meilleure pote. Bon, ça reste des rêves quoi. Et quand on arrive à 20, 21, 22 ans, on se dit en fait on peut faire quelque chose, on a de la matière. On a un minimum d'études, d'expérience professionnelle qui nous donne de la force et qui nous pousse à se dire on n'a qu'à le tenter quoi. Et donc on arrive à des relations qui je trouve sont hyper intéressantes et hyper riches parce que on développe plus que le côté divertissement, amusement et c'est super bien. Mais on peut aussi faire plein de choses ensemble qui sont porteuses pour l'avenir ou monter des projets, des choses comme ça. Et ça moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'amitié, de pouvoir se retrouver pas que sur le plan juste de l'amusement quoi. Est-ce que tu as déjà souffert du fait d'être restée chez tes parents et de ne pas avoir pris ton indépendance Mes parents, ils ont acheté un deuxième appartement à Paris quand j'étais en terminale, et qui n'était pas du tout pour moi, mais qui était pour le louer en fait. Et moi, en terminale, je me disais, mais ça y est, je vais habiter là, je prends mon indépendance. Enfin, quand je revois la maturité que j'avais, je me dis, mais heureusement que ça n'a pas eu lieu. Donc pendant un temps, en fait, je me suis dit, ce serait trop bien et tout. Puis en fait, arrivée en prépa, je suis restée chez moi, et je le regrette pas du tout parce que honnêtement, j'étais tellement contente qu'on me fasse à manger, qu'on fasse mes courses, d'être le grand bébé, hein, clairement. D'avoir mes parents pour s'occuper de moi, me soutenir, mon cercle familial qui me rassurait, etc. Que pendant mes années de prépa, j'étais très contente d'être chez moi. Et ensuite, quand je suis arrivée à la fac, j'étais encore très contente d'être chez moi parce que vu l'année qu'on a eue, j'étais bien contente de ne pas être toute seule dans un 8 mètres carrés sous les toits. Et là non plus, je ressens pas ce besoin forcément. Je pense qu'en plus, les gens qui habitent à Paris le savent bien, mais quand on décide de prendre son indépendance, souvent on perd en qualité de vie parce que la vie elle est chère, que voilà. Donc c'est un grand confort en fait de pouvoir être encore chez soi, d'avoir de l'espace pour être à 4 dans un appartement. Et donc non, moi je suis très contente d'être encore chez moi. Je m'entends très bien avec ma famille, donc tout se passe très bien. Après évidemment, comme tout le monde, j'espère qu'un jour je prendrai mon indépendance. Parce que... Mais voilà, après j'ai même pas encore 21 ans, je me dis ça va, j'ai tout le temps qu'il me faut. Et je pense que... Surtout quand on est à un âge où on se construit autant, si on peut avoir toute la stabilité possible, il faut la prendre. Et moi, si je la retrouve chez moi, alors c'est parfait. Je pense que ça va très bien. Et puis, je pense que mes parents, ils sont très contents de m'avoir aussi. Enfin, je parle pour eux, mais... exactement. Non, mais je pense que c'est important. Puis, après, il y a eu ce projet de partir à l'étranger, à la fin, que j'ai développé pendant toute l'année, en fait, dernière, et qui est tombé à l'eau il y a 2 mois. Qui, pendant un certain temps, du coup, m'a préparé, moi, comme ma famille, à me séparer. Et puis finalement ça n'a pas eu lieu, donc j'ai l'impression que le destin ne veut pas que je quitte le foyer familial. Mais donc pendant ce temps-là en fait j'y ai réfléchi, je me disais ça va bien se passer, etc. J'ai envie de croire que ça se serait bien passé, j'en sais rien. Donc mais disons que j'en ai l'envie parce que c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais c'est pas non plus quelque chose que je vais aller rechercher forcément aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous raconter un peu plus de ton projet qui est tombé à l'eau pour l'étranger ? Je pense que c'est important d'en parler puisque c'est pas toujours facile de composer avec des déceptions. Donc comme je l'ai expliqué, c'est au début de mon année de fac, je me suis dit en fait c'est pas forcément la littérature que je veux poursuivre. Donc j'ai eu envie de poursuivre dans la communication parce que je me rendais bien compte que les choses qui me faisaient plaisir en dehors des cours c'était des sujets reliés à ça. Et du coup, j'ai décidé de faire des recherches pour trouver des masters en communication. Et j'avais envie de partir au Canada. Donc j'ai déposé des dossiers, j'ai écrit des projets de recherche, j'ai contacté des directeurs de mémoire, tout ça à un océan de distance. Donc c'était un gros projet, j'ai fait des demandes d'immigration, enfin j'ai fait vraiment tout. J'ai reçu des réponses positives, donc j'ai été prise dans plusieurs masters au Canada. J'ai reçu mon admission
de la part du pays. Enfin, vraiment, j'ai tout fait. Et puis, il y a eu le Covid qui a fermé les frontières, qui a tout fermé. Donc, à ce moment-là, on était encore à se dire ça va passer. Donc, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, à la rentrée, ce sera largement terminé le Covid. Du coup, j'ai quand même par sécurité déposé des dossiers dans des facs françaises en me disant de toute façon, on sait jamais. Et en fait, arrivé début juillet, les frontières étaient toujours pas ouvertes. Ils ont annoncé que les cours au Canada se feraient pas à la fac, en fait, se feraient à distance. Donc je me suis retrouvée avec un double choix. Soit j'acceptais la formation qu'on me proposait en France, soit je choisissais plutôt de faire des cours en France, mais pour le Canada. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Enfin, une expérience à l'étranger dans mon appartement, ça n'a pas de sens. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études en France et de rester. Et ça a été assez difficile et en même temps pas tant que ça parce que j'ai jamais eu le moment... Enfin, j'ai jamais pu y croire en fait. Parce que comme j'ai eu mes réponses pendant le Covid, tout me paraissait surréel. Et quand j'ai eu l'info comme quoi je pourrais pas partir, j'ai même pas eu le temps en fait de me dire je vais y aller, que je savais déjà que j'irais pas. Donc quelque part je suis un peu reconnaissante parce que je me dis si genre j'étais arrivée à l'avion et qu'on m'aurait dit non, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc j'ai eu le temps en fait, j'ai même pas eu le temps de penser que ce serait possible avant que ça le soit pas. Donc quelque part c'est un échec, j'ai même pas envie de le vivre comme un échec parce que ça en est pas un, c'est juste une porte qui s'est pas ouverte et qui s'ouvrira peut-être à un autre moment. Et c'est juste une fois quoi que ça a pas marché et, c'est pas grave. Et je pense que ça apprend aussi à se dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas qu'il n'y a pas autre chose qui peut fonctionner à côté. Et je pense que là où j'ai eu la bonne réaction, c'est pas de me morfondre, mais de me dire ok, j'ai pas ça, donc il faut que je sois hyper à l'écoute et ouverte à tout ce qui peut se passer d'autre que j'aurais pas forcément vu parce que j'étais sur ce sujet. Et maintenant que j'y suis plus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pas vu et sur quoi je peux capitaliser entre guillemets. Et il s'est passé plein de choses entre temps, des nouveaux projets, des études qui me plaisent, des rencontres, des choses comme ça. Et je me dis, je pense que c'est le destin, il se passe trop de trucs bien en ce moment pour que ce soit pas un peu le destin. Par exemple, typiquement, je me dis, si j'étais partie au Canada, j'aurais pas pu faire le festival de Deauville. Or, c'était trop bien, donc il faut composer avec les choses de la vie, quoi, c'est comme ça. Ton master, là, à la rentrée, est-ce que tu sais déjà à quoi t'attendre ou pas du tout? Je sais totalement à quoi m'attendre. C'est un master de communication et la spécialisation, c'est médias et culture numérique. Donc, c'est exactement le domaine qui m'intéresse en fait. Et ce qui m'a plu d'abord, c'est de me dire que ce que je fais à côté allait nourrir mes études autant que mes études allaient nourrir ce que je fais à côté. Ce qui parfois est un peu, je trouve, limitant, c'est qu'on fait des études et finalement ce qu'on fait à côté, ça n'a pas rien à voir, mais c'est pas forcément hyper en écho. Et ça me plaisait l'idée de me dire que les deux allaient se nourrir mutuellement. Et après, j'ai rien encore vu ni testé, donc je peux pas donner un avis sur investissement, mais en tout cas, j'ai eu des bons retours de la part de gens qui l'ont fait, de gens qui ont connu des gens qui l'avaient fait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et dans tous les cas, je me dis, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau truc à voir. Et ça me plaît plutôt bien de me dire, je commence quelque chose de complètement nouveau, donc j'ai hâte. Comment tu t'es lancée sur Internet ? Je me suis lancée sur Internet d'abord très tôt, enfin genre en 2013-2014. À l'époque, j'étais juste là pour suivre des célébrités et suivre les nouveautés, les trucs de fans et tout. Une période de ma vie dont je suis très fière et que j'assume complètement. De plus en plus, j'ai rencontré des gens qui étaient sur les réseaux sociaux. Du coup, en fait, je suivais des gens, j'étais en discussion avec eux via les réseaux sociaux, via les concerts, ce genre de choses. Et en fait, arrivé au début de la prépa, je me suis dit, mais en fait, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de créer du contenu sur YouTube. Là, en fait, je suis plus au lycée, il n'y a plus personne pour... genre, je sais pas, t'imagines toujours que les gens vont juger ou critiquer. Enfin, là, je me dis, personne me connaît. Comme ça, si je démarre maintenant, les gens me connaîtront. Et je fais déjà ça, donc comme ça, j'ai pas à expliciter le truc. Donc j'ai commencé et en fait j'ai trop aimé tout de suite. Même si j'ai mis quasiment 1 an à trouver vraiment ce que je faisais, parce qu'au début je faisais un contenu qui était... il n'y avait aucune identité clairement, mais au bout d'1 an j'ai commencé à prendre la partie de ce que je fais aujourd'hui. En fait j'ai eu un retour hyper positif immédiat de la part de gens qui ont tout de suite été hyper emballés par ce que je faisais et je me suis dit c'est trop bien, il y a un truc à faire. Et après ensuite là où j'ai eu de la chance c'est que j'avais déjà pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux avant YouTube. Donc du coup ça m'a permis d'avoir tout de suite une petite base de gens qui regardaient. Et ce qui est assez motivant en fait quand on démarre sur YouTube parce que démarrer avec une vidéo qui fait 3 vues ça fait pas plaisir du tout. Et j'avais la chance d'être soutenue par des gens déjà. Et puis après c'est allé assez vite en fait puisque les choses augmentent de façon en fait exponentielle, donc c'est hyper cool. J'ai rencontré plein de gens par rapport à ça, j'ai fait évoluer mon contenu en fonction de ce que les gens voulaient, de ce que moi j'avais envie de faire. Et puis c'est chouette de parler à des gens qui sont un peu dans la même tranche d'âge que soi parce que les gens ils évoluent en même temps que toi aussi et ça te permet d'adapter tout le temps ton contenu, d'en faire des nouvelles choses. Franchement c'était juste vraiment à la base une envie de se dire ok j'ai envie de faire ça, je trouve ça stylé quoi. Vraiment à la base c'était juste pour ça.
Et puis ça s'est transformé en un truc vraiment cool où en plus tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir à ton échelle. Que ce soit de partager un projet qui te tient à cœur, de parler d'un film qui te tient à cœur, d'un livre qui te tient à cœur et de voir que les gens retiennent, les gens viennent t'en parler. Et franchement, c'est la plus belle des satisfactions de donner envie aux gens de voir des choses qui t'ont plu et que ça leur plaise aussi. Et je pense que c'est vraiment juste le but final. Et puis aussi j'en avais marre. Je pense qu'il y a aussi une envie de la part des Français et des francophones de voir des choses qui se voient pas du tout sur le YouTube francophone. On a des gens super qui font un travail génial dans des catégories qui ne me correspondent pas du tout. Et vraiment, je suis hyper admirative des meufs qui font de la beauté, des meufs qui font du make-up, des mecs qui font du gaming, quoi, c'est trop bien. Mais en France, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop restreintes en fait. Et que des gens qui parlent d'autres sujets sont encore beaucoup trop de niche. Alors que quand je vois qu'il y a des youtubeurs aux États-Unis qui font des vidéos dans le type des gens que tu as interviewés qui ont 300, 400, 500 000 abonnés, c'est des contenus qui du coup sont plébiscités. Alors qu'en France et dans le monde francophone, ça reste des choses très de niche. Et je me disais, j'avais trop envie de mettre ma petite pierre à l'édifice, quoi. Et je vois bien qu'il y a de l'envie de la part de gens, parce que les gens sont trop contents de voir des vidéos différentes. Et je me dis parfois, au lieu d'attendre que les autres le fassent, il faut mieux le faire soi-même. Et franchement, c'est trop bien d'avoir des retours positifs, que les gens se souviennent des choses que tu as fait, qu'ils revoient plusieurs fois tes vidéos et tout. Et je suis hyper reconnaissante parce que j'ai un taux d'engagement qui est hyper élevé. Les gens, ils commentent énormément, ils sont tellement engagés. Qu'en plus, du coup, on se dit, je leur dois du contenu de vraiment bonne qualité parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie et ça fait trop plaisir, quoi. Que les gens aient envie de voir des gens avec des valeurs différentes qui veulent pas forcément défendre les mêmes choses que le reste des gens. Et c'est ça qui est aussi une force sur Internet, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, en particulier pour toutes les femmes. Il y a de la place pour tout le monde. Et on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes, on peut juste se dire que chacun fait des choses différentes et on se met en valeur mutuellement et ça me plaît énormément. Est-ce que tu te mets beaucoup de pression vis-à-vis de ça ? Non, pas particulièrement. D'abord parce que je trouve que j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante. Donc, je sais que quoi que je propose, les gens ont un regard très très bienveillant. Donc c'est toujours trop agréable. Puis en plus, je suis encore à un stade où, même si je le professionnalise, même si je le prends extrêmement au sérieux, il n'y a pas de doute là-dessus, ça reste encore quelque chose qui n'est pas mon gagne-pain, qui n'est pas mon activité principale professionnelle. Donc ça reste quelque chose sur lequel j'ai le droit d'avoir du recul. Là, pendant le mois d'août, j'ai rien posté du tout. J'étais pas en France, donc j'ai pas fait de vidéos et c'est pas grave. Et j'ai pris mon temps et les gens, ils sont juste hyper patients. Donc voilà, je pense qu'après, c'est un truc de donnant-donnant. En fait, si tu montres aux gens que tu les respectes, que si tu prends du temps, c'est parce que tu veux faire du contenu de qualité, etc. Après, si tu donnes la confiance aux gens qui méritent, après, elle revient en retour. Et moi, de toute façon, je préfère faire de la qualité que de la quantité. C'est pour ça aussi que je défends complètement le fait que mes autres réseaux sociaux, c'est pas du tout que les relais de ma chaîne YouTube, mais c'est des espaces de création à eux tout seuls, parce que ce dont je parle sur Twitter, c'est pas ce dont je parle sur YouTube, c'est pas ce dont je parle sur Instagram. Et même si les trois se relaient, ça reste trois plateformes complètement différentes. Et je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça donne un côté très participatif du coup au contenu, parce que sur un réseau social comme Twitter par exemple, il y a une vraie possibilité de discussion qu'il y a moins, même si elle existe, sur les commentaires YouTube. Donc moi, c'est un truc que je veux vraiment mettre en avant. Si je peux pas discuter des sujets en amont avec les gens qui me suivent, leur demander leurs avis, etc., je trouve que c'est pas intéressant. Et dans ma dernière vidéo, il y a plein de points que j'ai abordés qui m'ont été mentionnés par des abonnés. Et je trouve que c'est juste tellement intéressant de faire du contenu. Certes, c'est moi dans la vidéo, mais en fait, c'est vraiment remettre la culture participative au cœur en fait, du contenu. Et je trouve que c'est trop important. Et si je peux le faire, c'est trop bien, quoi. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont nourri et qui sont assez significatifs dans ce que t'es devenue aujourd'hui ? Bon, je pense que comme tout le monde, chaque minute de ma vie, elle m'a construit, mais je pense que la fin de mon lycée, ça a été la période la plus charnière pour moi, parce que vraiment, je suis repartie de zéro dans tout. Donc ça m'a en fait poussée à me demander qui je suis, où je vais, ce que je veux. Évidemment, la prépa, ça m'a donné une maturité vraiment en express, et c'était pas plus mal. En fait, à chaque fois que j'ai changé de parcours scolaire, ça a été aussi des moments charnières, pas que pour la scolarité, mais c'est vrai que ça entre en conjecture. Pareil, quand j'ai démarré la fac, ça m'a poussé à me remettre en question sur ce que j'aimais vraiment. Donc en fait, chaque fois où j'ai changé d'études, je me suis questionnée sur qui j'étais, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez académique et j'ai tendance à beaucoup lier ma réussite et ma valeur personnelle à mes études, ce qui n'est pas forcément très simple, mais on travaille dessus. Et du coup, à chaque fois que j'ai changé, ça m'a poussée à me questionner sur tout. Et je pense que c'est quand même relativement sain de se dire ok, je démarre quelque chose de nouveau. Sur le reste de mes projets, où est-ce que j'en suis, comment je les fais évoluer. Et après, je pense que c'est les rencontres, les gens que j'ai rencontrés, ça peut être des films que j'ai vus. J'ai l'impression que je suis nourrie d'absolument tout ce que je rencontre.
et que j'ai la chance en fait d'avoir encore un âge et un privilège énorme qui est d'avoir le droit de me tromper, d'avoir le droit d'explorer des choses qui sont pas forcément hyper réussies. Et tout ça, c'est des choses qui me font, je pense, grandir, mais comme tout le monde, je pense que ce que je raconte là, tout le monde peut être d'accord avec. C'est juste qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui te remettent en question sur un plan, se dire que c'est le moment de tout questionner et pas forcément de tout dire, tout est nul, on recommence de zéro, mais de dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses au même rythme. Et j'essaye de faire ça, en tout cas en ce moment, et ça fonctionne pas trop mal. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Est-ce que malgré tout, il y a un conseil que tu aurais aimé avoir ou que tu aurais aimé dire maintenant à la petite Clara de 17 ans, 18 ans? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais lui dire, parce elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais franchement, la seule chose que je dirais, mais je pense que je dis souvent à des gens qui viennent me parler quand ils sont au lycée, etc., c'est que le lycée, c'est pas aussi important que ce qu'on croit. Et que, comme je le répète tout le temps, on nous dit tout le temps que c'est un moment extrêmement charnière, que c'est tellement important, que c'est là que tout se passe. Enfin, quand on regarde la télé, quand on lit des livres, on se dit mais le lycée, c'est genre le moment le plus important de ta vie. Et en fait, c'est pas le cas. Et il se passe tellement plus de choses après, plus importantes. Ça efface pas du tout le vécu de ceux qui ont passé des années lycée extraordinaires, qui sont toujours amis avec leurs potes depuis la 5e. Enfin, c'est tout à fait génial pour vous. Mais c'est pas la réalité de tout le monde et c'est pas grave que ce le soit pas. Et que ce que t'es, ça peut totalement changer et qu'il faut aussi être sûr que l'avenir apportera beaucoup plus de choses que ce que t'as l'impression que le passé porte déjà en lui. Et qu'il faut juste laisser le temps et que ça va aller et que les choses, elles se décantent. Et surtout, il faut être sûr de rien parce que même si c'est trop bien d'avoir des certitudes, d'avoir une vocation, et moi je suis admirative des gens qui ont des vocations parce que je ne vois même pas comment c'est possible, mais que les choses elles se construisent, qu'on a le droit de se tromper 15 fois dans sa vie si on veut. Il y a des gens qui se trouvent à 70 ans, à 90 ans, il y a des gens qui sauront jamais qui ils sont et c'est pas grave, et que du coup il faut vraiment se laisser le temps, et et aussi tu n'as pas encore rencontré tous les gens qui t'aimeront et qui te trouveront bien et intéressant dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trop envie de dire à tous les gens qui sont au lycée, vraiment, c'est pas grave, parce que vraiment, tout est à venir, et il y a beaucoup de choses chouettes qui vont arriver. Ça veut pas dire qu'il faut effacer les choses du lycée, ou qu'il faut prendre le lycée à la légère, parce que c'est hyper important aussi, mais juste, il faut avoir conscience que c'est pas aussi énorme que ce qu'on croit, et que quand on a 17 ans, c'est le plus gros bout de sa vie, donc on se dit, il y aura jamais plus gros, mais il y aura tellement plus gros à venir, et ce sera sûrement beaucoup plus riche, et plein de belles choses, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'être adulte ? Je sais pas trop. Franchement, j'ai envie de penser que je le suis quand même parce que je pense que je suis assez mature, que je développe des choses où je me dis, bon, quand même, c'est des choses d'adulte, je sais le faire, que je n'ai pas de phobie administrative, je sais remplir des papiers et ça, je pense que c'est un grand truc d'adulte. Mais après, je pense que le fait d'être toujours chez ses parents, ça joue quand même beaucoup sur l'impression d'être adulte ou pas. Parce que dans mon quotidien, je suis toujours l'enfant de mes parents. Donc, et je le serai toute ma vie, mais quand on est vraiment encore chez soi, ça joue beaucoup, je pense. Mais après, je pense quand même que je suis adulte, c'est bon, là, je vais avoir la majorité nationale. Il est temps de se dire qu'on est adulte. Après, c'est pas forcément facile aussi de se le dire, parce que ça admet de faire la croix sur des choses et d'accepter que certaines responsabilités, c'est les nôtres maintenant. Mais moi, je pense que c'est un chouette défi, la vie d'adulte, et que c'est quelque chose que j'ai envie de prendre avec autant de sérénité et de positivité que possible. Et que même si ça veut dire qu'on n'est plus responsable, ça veut dire aussi qu'on peut faire plus de choses. Et c'est sur ça que j'aimerais me concentrer. Donc je suis assidûment ton C'est gentil, merci beaucoup. J'ai quand même l'impression que l'adolescence, c'est une période qui te marque encore beaucoup et sur laquelle tu as plaisir à étudier. Je pense que l'adolescence et plus globalement le début de la vie de jeune adulte, ça a été les moments les plus forts pour moi. J'ai que 20 ans, donc pour le moment, c'est quand même le gros bloc de ma vie. Je sais pas expliquer pourquoi c'est des sujets qui me fascinent autant. Peut-être parce que quand j'avais 12 ans, j'ai rêvé à une adolescence qui n'a pas été celle que j'ai vécue et qui a été celle que personne n'a vécue, puisque personne ne vit dans LOL, le film. Mais on aimerait bien, mais non. Du coup, je pense qu'il y a cette espèce de truc à la fois de fascination et de déformation, qui est de dire en fait c'est un truc qui est rêvé par tout le monde, qui est vécu totalement différemment par tout le monde, qu'on nous fait miroiter d'une certaine manière et c'est rarement celle qu'on vit. Puis après, je pense que juste au-delà de ça, c'est tellement formateur. Il se passe tellement de choses, enfin, je pense qu'on n'aurait pas autant de films, de livres et de tout ce qu'on veut sur l'adolescence si c'était pas genre un moment tellement central. Et voilà, je pense que c'est un truc à la fois exactement de fascination, c'est-à-dire d'espèce de projection de mon Dieu, j'aimerais trop vivre dans ce film, et en même temps de se dire mais il y a quelque chose qui cloche parce que pourquoi est-ce qu'on rêve tous et c'est la vie de personne. Et puis aussi le fait de se dire on y se passe tellement de choses à l'adolescence que enfin
j'aimerais que, enfin, ce serait trop bien si on pouvait vivre 3 adolescences, parce que si on pouvait autant se reconstruire et autant se transformer qu'on le fait entre ses 14 et ses 20 ans, ce serait trop bien. Enfin, donner une adolescence à 40 ans et une à 70 ans, parce que on a trop besoin de pouvoir se réinventer. Et je trouve ça trop dommage que, enfin, il y a ce moment de la vie où on se dit là c'est normal de se réinventer, mais le reste du temps non. Alors que, enfin, faisons des adolescences qui durent toute la vie. Enfin, on a trop le droit d'être en crise d'adolescence toute sa vie et de se questionner tout le temps. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une partie de la vie qui est tellement fascinante. Enfin, ouais, en fait, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. Et puis en plus, je pense que le fait d'être suivi majoritairement par des gens qui sont soit de mon âge, soit plus jeunes, ça me donne aussi l'impression que, à quel point la recherche de modèles, de construction, d'avoir envie de se retrouver dans d'autres gens, c'est hyper important. Et du coup, ça me fait saisir aussi à quel point il y a un désir de comprendre comment on se vit quand on est adolescent et de voir comment d'autres gens se sont vécus, etc. Et ça peut passer par des milliards de façons. Et du coup, je pense que ça pousse les gens, autant les plus âgés que ceux qui la vivent, à avoir une espèce de méta-réflexion sur l'adolescence, qui est un peu la période de la vie, je trouve, sur laquelle on se questionne le plus. Parce qu'il y a la crise de la quarantaine, certes, mais c'est un peu le moment où on renvoie vraiment les gens à leur identité en disant bah, t'es jeune, t'es adolescent, c'est la crise de l'adolescence et tout. Donc en fait, je pense qu'on est poussé par tous les côtés à se dire bah, qu'est-ce que je vis, pourquoi je le vis, comment je me transforme. Et je pense que, je sais pas si c'est parce que j'aurais aimé la vivre différemment, je sais pas parce que juste ça me passionne, juste parce que les acteurs que j'adore ils jouent tous des adolescents, je ne sais pas. Il y a des milliards de réponses. Mais je pense que la plus importante, c'est de dire que c'est tellement formateur qu'il y a trop de choses à se dire et que personne. Enfin, c'est pas que personne n'en parle, c'est que c'est encore une fois des sujets qui sont hyper intéressants, sur lesquels il y a plein de choses à dire. Et essayons de les aborder de façon un minimum analytique et critique parce que c'est trop intéressant, quoi. Comment t'as réussi à vraiment asseoir tes positions sur tes engagements et sur les choses auxquelles tu crois et tes valeurs, enfin les choses qui te définissent? Quel moment t'as vraiment pris confiance? J'ai commencé à développer ma pensée politique, ouais, au sens large du terme, au lycée en fait, pareil. Voilà, de façon juste très simple sur internet, en lisant des choses, en me questionnant et tout. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le féminisme, j'étais en grosse contradiction avec mon milieu scolaire, ce qui m'a complètement radicalisée. J'ai vraiment polarisé mes positions en opposition. Et puis après, quand je suis arrivée en prépa, en fait, tout s'est concordé, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens qui étaient plus proches de mes positions, j'ai gagné en maturité, je savais plus de choses donc j'étais plus capable de défendre. Puis à force de rencontrer des gens, de parler, de vivre des trucs, ça m'a juste complètement confortée dans l'idée que j'étais dans le vrai. Sans dire qu'il n'y a pas de faux ni de vrai, mais qu'en tout cas pour moi, par rapport à mon moral compass, genre c'était ce qui était juste. Et puis après, forcément, en fait, une fois qu'on se donne une légitimité, ce qui est le plus difficile de se dire ok, j'ai le droit de donner mon avis et mon avis il a une pertinence. Du coup, j'ai été forcée de faire des recherches, de me questionner. Quand j'écris une vidéo sur le féminisme, je le fais pas à la légère. Il y a des choses que je vais lire, des choses que je vais regarder. Donc forcément, ça a enrichi mon propre corpus personnel. Et puis aussi, je pense que le fait de dire, c'est pas parce que j'ai pas 16 ans d'études de genre derrière moi et que j'ai que 20 ans que j'ai pas une crédibilité ou que je peux pas tout simplement donner mon avis. Et une fois qu'on accepte cette réalité-là, en fait, tout simplement, on a l'air plus en confiance. Et en fait, je suis persuadée qu'il y a des gens qui savent tout autant de choses que moi sur ce sujet, mais qui en fait ne se sentent pas légitimes et que du coup ça les bloque et ils n'ont pas l'impression d'avoir vraiment assis des positions alors qu'ils en auraient complètement la possibilité. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut se donner sa propre légitimité parce que dans le militantisme, personne va te donner un petit badge en fait. Et tout le monde a démarré quelque part et il faut juste oser dire moi je me mets là et moi je suis hyper admirative des filles qui ont 16-17 ans. Enfin là je le vois, il y a eu le truc du 14 septembre, là je me dis mais moi jamais j'aurais fait ça. Enfin jamais j'aurais fait ça, ça m'aurait même pas traversé l'idée alors que pour le coup j'étais dans un lycée où il y avait vraiment des restrictions sur les tenues des filles. Je me dis en fait il se passe des trucs et plus on avance, plus les jeunes générations elles sont je sais pas engagées et tout et donc je me dis en fait moi j'ai pu asseoir ça quand j'avais 19 ans mais c'est trop bien qu'il y en ait qui aient 16-17 ans et qui soient déjà aussi sûres d'elles et de plus en plus il y a des modèles de filles qui sont hyper inspirantes et qui parlent à beaucoup de gens et du coup je pense que ça bouge. Enfin moi je me dis si j'avais eu une meuf comme Angèle qui partage des trucs aussi radicaux alors que c'est littéralement la chanteuse française la plus populaire quand j'avais 16 ans, ça aurait probablement changé beaucoup de choses sur ma vision des choses et ça aurait peut-être aussi changé la vision des gens de mon lycée peut-être parce que je me dis que c'est une figure qui est tellement populaire que elle parle à beaucoup plus de gens que juste des militantes. Et en vrai c'est trop bien qu'il y ait des meufs qui soient juste des militantes mais c'est hyper cool d'avoir des relais comme Angèle ou des gens comme ça quoi. Maintenant, si on parle un peu du côté travail, argent, responsabilité, est-ce que déjà tu veux nous parler un peu de tes expériences professionnelles
Et aussi, pourquoi tu as cherché à travailler et l'argent que tu as gagné, à quoi il a servi? La première fois que j'ai travaillé, c'est parce que mes parents m'ont dit bon, ben, non, t'es une adulte, t'as 18 ans, il y a les privilèges qui vont avec et il y a aussi la vie réelle, quoi. Donc j'ai fait 2 ans de suite, j'ai travaillé pendant un mois en fait dans la vente, j'ai fait de la vente de vêtements. Tout simplement parce que c'était un domaine qui m'intéressait, que je me sentais bien dans ce rôle-là. Euh, voilà, franchement j'ai travaillé juste pour mes extras. J'ai le privilège d'avoir des parents qui m'entretiennent et c'est un grand privilège donc je suis hyper consciente. Donc j'ai vraiment travaillé juste parce que je voulais partir en vacances, parce que je voulais m'acheter des vêtements, enfin premier salaire quoi. Et pour le coup moi j'ai adoré travailler, ça m'a donné une responsabilité que j'avais pas connue avant en fait. Et ça m'a pas autonomisée parce que comme je l'ai dit je suis pas autonome de toute façon. Mais en tout cas ça m'a donné le goût du travail, encore une fois l'idée de travailler que ça avait une valeur. Puis surtout je pense que, enfin en tout cas ce que j'ai préféré dans mes expériences de prêt-à-porter c'était de me rendre compte de ce que c'était qu'en fait être vendeur. De à quel point les gens étaient immondes avec les vendeurs du prêt-à-porter et globalement les travailleurs du quotidien quoi. Et je pense que ouais ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plus que peut-être même genre le travail en soi, c'est la position pourrie dans laquelle on mettait ce genre de personnes. Et à quel point en fait c'était notre responsabilité en tant que consommateur d'avoir juste du respect pour les gens avec qui on travaille. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de mes expériences. J'aurais dû retravailler cet été, mais évidemment je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu le Covid. Simplement j'ai travaillé du coup à distance. J'ai fait de la rédaction de contenu pour une maison d'édition. Donc ça c'était un petit travail très intéressant et très chouette, qui m'a mis du coup sur d'autres trucs et qui m'a aussi permis de faire de mes études un truc un peu plus pro, ce qui était cool. Et après, mon troisième mode de revenu, c'est YouTube, qui me rapporte pas énormément, dans la mesure où la majorité de mes vidéos sont démonétisées parce qu'elles abordent des sujets que YouTube n'aime pas. Parce que parler de seins, c'est très 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 grave. Et j'ai fait don de énormément de trucs que j'ai gagnés sur YouTube à des associations. Donc en fait, YouTube, c'est pour le moment, en tout cas, juste ce que je gagne avec AdSense, c'est assez. C'est pas encore un revenu complet. Mais après, ça fait toujours plaisir en fait de gagner un peu d'argent sur son travail. Après, voilà, pour le moment, je ne le fais pas pour ça. Et après, en plus, ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a d'autres moyens que la monétisation de vidéos pour gagner de l'argent. Pour le moment, le plus important pour moi, c'est de développer les opportunités, les contacts et les relations cool que je peux avoir avec d'autres gens et avec, pourquoi pas, des marques ou des entreprises ou des entités grâce aux réseaux sociaux. Mais j'espère un jour que ce sera quelque chose d'intéressant et j'aimerais trop que ça soit mon métier, mais qui sait ce que ça deviendra. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas assez lucratif pour avoir un salaire, quoi, ça c'est sûr. Si on parle un peu plus du côté vie étudiante, donc t'as dit qu'en prépa, t'as pas franchement goûté à la vie étudiante, ensuite il y a eu le Covid. Est-ce que tu as des regrets un peu sur la fête, la vie sociale? Pas tellement parce que je suis quand même un peu sortie quand j'étais en prépa. Je suis pas la plus grande fan des boîtes de nuit et tout ça, donc c'est pas forcément quelque chose qui m'a manqué. Et puis, en fait, non, vraiment, je dis ça, mais j'ai pas du tout de regrets, parce qu'en fait, j'ai quand même pu vivre plein de choses très chouettes, et que je suis plutôt café que boîte de nuit, donc finalement, ça fonctionnait plutôt pas mal. Puis je pense que la vie étudiante, c'est quelque chose qui est hyper pluriel, et que on a un petit peu l'idée que c'est forcément la vie type école de commerce, donc soirée et tout ça. Et en fait, il y a plein de façons de vivre la vie étudiante, il y en a pas une bonne ou une mauvaise. Et si c'est juste des cafés, des biblis, c'est très très bien aussi en fait. Chacun se retrouve dans ce qu'il aime, dans ce qui lui parle. Et le plus important, c'est de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Après, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui font prépa. Je leur dis, ce que vous vivez, c'est peut-être pas ce que vivent les autres, mais ce que vous vivez, ils le vivront pas. Donc chacun gagne ce qu'il a à gagner et chacun retiendra ce qu'il a envie de retenir. Et quand on sort de prépa, on a maximum 19 ans. Enfin, on a toute la vie devant nous pour vivre des choses différentes. Donc il faut prendre le meilleur de ce qu'on a. Et le considérer comme une façon parmi tant d'autres de vivre sa vie d'adolescente et ou d'étudiante, quoi. Actuellement, est-ce que tu dirais que t'es épanouie personnellement? Ouais, hyper. Moi, je suis trop contente de ma vie actuellement. Je croise les doigts pour que ça ne bouge pas. Je suis hyper contente des gens par lesquels je suis entourée, de ce que j'entreprends, de tout ce que j'ai pu construire depuis 3 ans, que ça fonctionne bien, que j'ai de plus en plus de retours positifs, que je puisse faire des études qui me plaisent et développer mes projets à côté et d'avoir des amis avec qui en plus je peux travailler et que ça se passe trop bien. Tout ça, c'est juste que du positif. Et je pense que si en tout cas l'épanouissement c'est ça, alors je suis très épanouie. Ouais. Et est-ce que par le passé il y a eu des moments difficiles, vraiment d'un point de vue personnel? Ouais, il y en a eu. Bon,
je vais pas forcément m'étaler, mais oui, au lycée, c'était pas très facile. Enfin, en tout cas, j'ai eu des mauvaises passes au lycée, pour plein de raisons différentes. Et puis après, pareil au collège, pour plein de raisons différentes. Mais après, en prépa, c'était des mauvaises passes parce que j'étais stressée, j'étais épuisée. Enfin, juste, j'étais trop fatiguée, j'avais beaucoup de travail et du coup, ça me pesait. Mais après, comment dire, c'est des choses dont on se remet, c'est des mauvaises passes, mais qui sont un peu logiques. Enfin, sans dire que c'est bien, et je suis pas du tout en train de défendre le fait que c'est normal que tout le monde littéralement pleure d'angoisse en prépa. Je dis pas ça, mais juste, on sait que ça fait partie du package et donc on l'accepte comme une éventualité qui va se finir. Et non, sinon, j'ai pas eu de moments en tout cas hyper difficiles ou insurmontables, et en tout cas ce que je retiens c'est que même les moments où je me disais c'est insurmontable, je les ai surmontés. Donc ben le temps fait beaucoup de choses et c'est juste un peu la loi de la vie, et je souhaite à personne de vivre des moments difficiles et moi je me le souhaitais pas et je me le souhaite jamais, mais disons que même quand on pense que c'est trop difficile, ben parfois et souvent on s'en sort, et il faut être à l'écoute de ce qu'on ressent, parce que quand il y a une petite voix qui nous crie ça va pas, bah c'est que souvent ça va vraiment pas, et si on a la possibilité physique et mentale de chercher des solutions, bah, il faut se donner les moyens de le faire, parce que on peut se sortir et se remettre de beaucoup de choses. Ouais. Comment tu te définirais actuellement? Comment tu définirais ton tempérament? Je dirais que je suis une personne extravertie, que je suis apaisée, ça c'est sûr, par rapport à quand je compare avec d'autres moments de ma vie, je me dis que je suis apaisée. Il faut beaucoup de mots pour décrire un tempérament, mais je pense que je sais pas, j'essaye en tout cas de travailler sur mon empathie, sur mon écoute, qui sont des qualités primordiales et que j'ai envie de pouvoir dire que je le suis. Et puis je pense que, enfin vraiment le fait de partager, d'être dans une espèce de dynamique, de dire s'il se passe un truc bien pour moi, alors il peut se passer un truc bien pour tout le monde et tout le monde peut partager les choses positives, et on... Je sais pas si c'est une question de tempérament, si c'est juste une question d'état d'esprit actuellement, même si c'est un peu la même chose quand même. Je dirais ouais que ça c'est les grands piliers de ce que j'essaye d'être en tout cas en ce moment. Et puis aussi d'accepter qu'on est en évolution perpétuelle, que la personne que je suis, je serai une personne meilleure demain. Et en même temps d'être bienveillant avec soi-même, j'essaye de l'être au maximum. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien vécu entre guillemets cette espèce de regret de pas partir, parce que j'ai essayé d'être bienveillante envers moi-même, de me dire c'est pas ta faute, t'as les capacités de construire du mieux ici. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a fonctionné. Donc je me dis, bah peut-être que ça c'est justement ma preuve de pré-maturité. Je me dis peut-être qu'il y a 3 ans j'aurais été incapable de raisonner comme ça et je l'aurais juste vécu comme un échec et je me serais morfondue pendant 3 mois. Donc je pense que, en tout cas j'ai l'impression que tout ce que j'étais en germe, j'ai essayé d'en faire le mieux et de le transformer en une qualité plutôt que dans un défaut. Et je pense que c'est ce que j'essaye d'être en ce moment, c'est-à-dire la meilleure personne pour moi-même et pour les autres. Et c'est pas facile parce que bah, on a tous des défauts et on doit tous composer avec les autres, mais quand on y arrive, c'est extrêmement gratifiant, ça c'est sûr. Est-ce que des fois t'as un problème avec l'espèce d'admiration que tu peux ressentir de la part des personnes qui te suivent? Je pense pas que j'ai un problème. Parfois, évidemment, c'est toujours un peu gênant, pas dans le sens négatif, mais dans le sens où on se demande ce qu'on a fait, entre guillemets, pour mériter, même si c'est pas non plus, on ne fait pas des standing ovations, mais parfois je suis questionnée parce que je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, et puis aussi je me dis à une si petite échelle, parce que j'ai quand même pas non plus 1 milliard d'abonnés, qu'il y en ait autant, déjà ça me fait me rendre compte à quel point des gens qui ont beaucoup d'abonnés, ça doit être tellement overwhelming d'avoir autant d'attention. Après, moi je suis hyper reconnaissante, surtout que j'ai la chance d'avoir des gens qui cherchent des interactions hyper positives et qui vont juste m'apporter vraiment des choses intéressantes, qui vont vouloir partager des trucs avec moi, qui vont me dire ça, je l'ai vu, j'ai pensé à toi, enfin c'est uniquement des interactions hyper bienveillantes. J'ai la chance d'avoir extrêmement peu de retours négatifs, de haine, enfin les gens me demandent si je modère mes commentaires, mais à peine, c'est-à-dire que je vais supprimer peut-être un commentaire par vidéo, et enfin vraiment je suis hyper reconnaissante de ça. Après voilà, je pense que comme tout le monde, quand on vient me voir en vrai par exemple, ben je suis pas forcément toujours à l'aise, je sais pas toujours comment hyper bien interagir, parce qu'aussi c'est pas des choses qu'on apprend dans la vie, enfin voilà. Mais après c'est juste que du positif, moi je suis trop reconnaissante et ce serait tellement ingrat de dire alors qu'en plus ce serait le contraire de ce que je pense. Enfin je suis trop contente de rencontrer des gens, ça me fait trop plaisir quand je vois les gens en vrai, ça me fait trop plaisir que les gens viennent me voir et me disent j'ai été voir ce film parce que t'en as parlé, moi ça me fait trop plaisir, enfin c'est exactement ce que je cherche à chaque fois que je poste quelque chose, donc ce serait complètement ingrat et totalement stupide de ma part de critiquer quelque chose qui est exactement le but de ce que je cherche à faire, en voulant créer quelque chose de participatif, en mettant le fait que la culture est accessible à tous, qu'on a tous le droit d'y accéder et de la critiquer et d'être enthousiaste par rapport à ça.
c'est exactement un retour qui est dans la logique de ce que j'ai envie de partager. Donc moi je suis trop contente et vraiment les gens, je leur dis vraiment à ce micro, n'hésitez pas. En plus vraiment je réponds à tous les messages, enfin il n'y a pas de... Je suis encore à un point où j'ai la chance de pouvoir interagir avec tout le monde, de pouvoir prendre du temps de parler avec tout le monde et c'est trop bien. Et j'espère que ça pourra continuer comme ça parce que c'est trop important que quelque chose qui est sur internet soit en fait quelque chose qui existe en vrai et que si pour les gens, moi je suis pas que quelqu'un sur internet et c'est quelqu'un avec qui ils ont envie de parler, bah c'est la même chose en retour quoi. Maintenant, on va se tourner un peu vers l'avenir. Est-ce que déjà tu te projettes? Est-ce que t'aimes bien planifier les choses? Je suis balance, donc j'aime la planification parce que je n'aime pas les choix difficiles, donc je préfère les prendre d'amont. Je me projette, oui, sur le court terme, oui. Je suis le genre de personne qui est... Enfin, je pense que ça se voit, il y a vraiment des agendas partout. Enfin, on est très planification. Mais plutôt sur le court terme, genre je suis quelqu'un qui aime bien voir comment on va s'organiser sa vie, tout noter, etc. Mais parce que aussi je suis un peu anxieuse, donc forcément je préfère être rassurée. Après, il y a des choses sur lesquelles j'aime bien me projeter. Genre, tu vois, un peu rêver, me dire j'aimerais trop que dans 1 an, ma chaîne YouTube, on en soit là, etc. Après, j'aime pas du tout faire des plans sur la comète. Je suis le genre de personne hyper superstitieuse. Genre, tant qu'un truc est pas fait, je vais en parler à personne. Je vais pas me mouiller. Enfin, du coup, je me projette, mais toute seule, dans mon coin. Et puis en plus, enfin, je me dis, quitte à rêver d'un truc, autant se donner les moyens que ça arrive vraiment. Voilà, donc je suis un peu dans une espèce de projection / manifesting, s'il vous plaît, faites que ça arrive. Après, encore une fois, ça reste du court terme. Genre, c'est des choses dans 1 an, tu vois. Genre, je me dis pas du tout, dans 10 ans, je serai là, je serai habillée comme ça, je ferai ça. Genre, pas du tout. Parce qu'aussi, la vie m'a montré que 3 ans d'écart peuvent changer beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est compliqué aussi d'avoir envie de se projeter. Après, on a tous des rêves. On se dit, j'aimerais être là, j'aimerais rencontrer ce genre de personnes, participer à ce genre d'événement. Encore une fois, je préfère me concentrer sur les choses qui sont probables, qui vont arriver, sur lesquelles je peux vraiment planifier et agir concrètement pour y arriver, plutôt que d'être juste dans une expectative et me dire, ok, j'aimerais trop que ça arrive, mais au final, je fais quoi pour ça, je sais pas. Donc, je me fixe plus des objectifs que je me projette. C'est-à-dire, je me dis, bah, on a envie d'atteindre ça, on va travailler pour, mais me dire, vas-y, là, on sera là, ou non, pas du tout. Ok. Donc, pour l'instant, quels sont tes projets pour l'année à venir ou les quelques années à venir? Bah déjà, commencer le master, bien le réussir, développer le côté théorique de choses que j'expérimente un peu de façon néophyte toute seule, ça c'est important. Sur la question des médias, tout ça, c'est encore des sujets sur lesquels j'ai envie de prendre en théorie avant de... Voilà quoi. Et puis après, bah, ma chaîne YouTube, c'est quand même une très très grosse partie du truc. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place tranquillement. J'ai de plus en plus de relais qui me sont donnés. J'ai la chance qu'on écrive sur moi, qu'on m'appelle pour me poser des questions. Donc ça, c'est que des choses qui sont hyper positives. De collaborer avec des projets cool. Après, bon, bah forcément, c'est des choses dont je ne peux pas forcément parler parce que... voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir ce qui va se passer. Mais non, des projets cool, ben voilà, des trucs en commun, des trucs très chouettes là, qui vont sortir dans le courant de l'année. Donc j'ai trop hâte. Et on espère que le tout... parce que tout ça, en fait, au final, même si pour moi, c'est hyper positif et tout, si je le fais dans le relais d'une plateforme de réseaux sociaux et pas que pour moi, c'est aussi parce que j'ai envie que ça bénéficie à plein de gens. C'est exactement la même dynamique dans laquelle je me suis mis quand j'ai eu le projet de couvrir le festival de Deauville, même si ça a été une expérience trop bien pour moi, que c'est moi qui ai vu les films et que c'est moi qui étais. C'était trop important pour moi qu'il en résulte une vidéo qui, oui, est un souvenir pour moi, mais surtout, elle me permet de partager. Et c'est trop la dynamique dans laquelle j'ai envie de me mettre et tout ce que j'essaie de construire vis-à-vis de YouTube, vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de tout ce qu'on peut me proposer ou de tout ce que j'ai envie d'entreprendre. C'est dans cette double dynamique de faire un truc qui est participatif, collaboratif et que ça puisse servir à tout le monde à plein d'échelles différentes. Est-ce que t'as confiance? J'imagine que oui, t'es sur une bonne lancée, disons, donc t'as confiance en l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. Je suis pas... bien sûr, si on tombe dans les trucs, l'écologie, tout ça, c'est des choses qui font peur, mais je pense à tout le monde. Et t'as interviewé des gens qui le savent aussi bien que moi. Après, disons que on travaille avec la matière qu'on a, la société dans laquelle on vit, qui, certes, est très difficile sur plein de plans, mais aussi, moi, je me rends compte que tout ce que je projette et tout ce que je fais, ce n'est possible que dans la société dans laquelle on vit, en fait, parce que une société qui est connectée, une société avec des réseaux sociaux, tout ça c'est littéralement la base de ce que je fais. Donc je suis aussi quand même reconnaissante de tout ce que ça apporte et de toutes les opportunités que ça donne à des gens qui n'auraient pas pu s'exprimer avant. Et ça, je suis trop contente qu'on puisse vivre dans cette société-là. Et si je peux pas participer, ou en tout cas si je peux pas sauver le monde toute seule, si je peux participer à le construire autrement, c'est déjà bien. Donc ouais, j'ai envie d'avoir confiance, puis j'ai envie d'avoir confiance en moi et dans les gens qui m'entourent aussi. Enfin, je pense que on a tous le droit à notre petite échelle de se dire ben ça j'ai envie que ça marche et je vais me donner les moyens pour le faire.
Après, encore une fois, il faut pas trop se projeter. Moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Mais se dire que c'est possible, en tout cas, de voir jusqu'où ça peut aller. Disons que si on peut avoir au moins confiance en ça à petite échelle, c'est déjà bien. Et je pense que c'est ce qui permet de toute façon à tout le monde d'avancer à un âge où tout est aussi flou qu'à 20 ans. Si on peut pas s'accrocher quand même à des projets chouettes et à des choses qu'on a envie de mettre en place à court terme, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas trop. Donc, autant croire en ça, quoi. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur d'un point de vue personnel et d'un point de vue plus professionnel ? D'un point de vue personnel, franchement, de conserver les relations que j'ai aujourd'hui, de pouvoir continuer à rencontrer des gens, parce que je trouve que les rencontres, c'est ce qui enrichit le plus. Et voilà, la stabilité émotionnelle que j'ai aujourd'hui, franchement, j'en suis assez impressionnée, parce que, franchement, comme je t'ai dit, je suis apaisée, ce qui est assez rare. et sinon, d'un point de vue professionnel, franchement, je te dis, les études qui réussissent, les projets qui fonctionnent, YouTube qui se dépanouit... les projets qu'on a envie de voir naître, ils naissent et qu'ils aillent bien, c'est tout. Que ouais, tout ce qu'on a en germe, tout ce que j'ai en germe aujourd'hui, que ça se développe positivement et que ça atteigne les points de réussite que j'ai envie de voir. Et comme j'ai envie d'y croire, parce que je me dis YouTube, quand j'ai démarré, c'était encore une fois un tout petit truc, une toute petite idée. Et puis je l'ai développé et ça a atteint bien au-delà de mes espérances. Donc j'ai envie de croire que si mon travail a pu fonctionner une fois, il continuera de fonctionner, quoi. Ok, merci. Avec plaisir, c'était très chouette. J'espère que j'ai pas trop parlé. Merci à Clara d'avoir accepté l'invitation. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.